Jean-François Dumas, est-ce qu'on peut rappeler clairement, précisément, ce qu'autorise, ce que disaient les textes, ce que dit la loi, ce qu'autorise la nouvelle définition en matière d'accès direct? Préalablement, je voudrais rappeler qu'on se dirige vers une médecine préventive et que le champ de compétences des kinésithérapeutes est bien évidemment thérapeutique, vise à soigner, mais il a tout un champ également qui, lui, est en accès direct depuis l'origine, depuis la création de la profession de 1946, qui est le champ de la prévention. Il y a des actions qui sont menées, je peux en citer deux. L'action équilibrage, qui vise à prévenir les chutes chez les personnes âgées. Les actions M-Tondo, là, ce sont des actions qui sont plutôt dirigées auprès des enfants dans les écoles, de manière à prévenir les TMS du rachis, enfin de la colonne vertébrale. Dans ce cadre-là, il y a un véritable accès direct. Toute personne, tout organisme peut demander à un kinésithérapeute d'intervenir dans le cadre de la prévention. Ce qui nous intéresse plus précisément, c'est la prise en charge des patients, des gens qui souffrent d'une pathologie, des gens malades. Donc en thérapeutique, le seul accès direct qui est permis actuellement, c'est effectivement, depuis la loi de modernisation de notre système de santé, l'accès direct aux kinésithérapies, thérapeute, dans le cadre de l'urgence et en l'absence d'un médecin. Et le Conseil national a dicté une doctrine qui considère que l'impossibilité d'accéder à un médecin dans un délai raisonnable peut justifier effectivement ce critère de l'absence du médecin et peut effectivement justifier la consultation d'un kinésithérapeute qui n'est pas obligé bien évidemment de prendre en charge, mais qui, en fonction de son bilan diagnostique, en fonction de l'échange qu'il va avoir avec son patient, décidera ou pas de prendre en charge de ce patient, et s'il estime qu'il n'est plus dans ses compétences, il doit bien évidemment transférer soit dans un service d'urgence, soit auprès d'un médecin généraliste. J'ai voulu faire bref, j'espère que j'ai été suffisamment clair. C'était parfait, Jean-François. Carole Bureau-Bonnard, quel est votre avis, vous, sur cette disposition, sur cette loi du 26 janvier 2016, cette disposition d'accès direct dont on est en train de parler ? Eh bien, écoutez, pour moi, qui ne l'utilise pas vraiment depuis quelque temps, mais la possibilité d'avoir cet accès direct, ça nous semblait tout à fait logique, puisque dans notre quotidien, nous avions régulièrement des patients qui venaient pour pouvoir être pris en charge directement. Mais nous échangions avec mon collègue Olivier sur le fait du remboursement. Et là, je pense qu'on va en parler, vous allez en parler ensuite. Mais le professionnalisme que l'on a développé et les formations dont on parlait et la manière dont la profession a évolué nous permet de prendre effectivement des patients en accès direct sans être obligé de passer par le médecin. Olivier. Après, je ne suis pas une spécialiste sur la manière dont on s'est mis en place et la manière dont ça peut évoluer en fait. Oui, Jean-François, vous voulez réagir après Olivier ? Bon, d'abord, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. J'ai écouté Raphaël Enthoven tout à l'heure et en voyant Carole à côté de moi, je me dis c'est formidable parce qu'en politique aussi, il faut parfois qu'on passe du sentiment de savoir à la capacité de douter. Et pour faire de la bonne politique, il faut avoir les pieds ancrés dans le réel et avoir des professionnels paramédicaux, libéraux qui plus est, à l'Assemblée nationale. C'est aussi ce qui fait la richesse du groupe majoritaire au Parlement, qui nous permet de ne pas être entre eux. Parce qu'on sait très bien qu'historiquement, il y a toujours eu flopée de médecins, pléthore de médecins à l'Assemblée, assez peu de professionnels de santé médicaux ou paramédicaux hors médecins. Et maintenant, on a des infirmières, aides-soignants, kinés. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, qui est enrichissant. Et moi, je suis ravi de pouvoir discuter avec des collègues parlementaires de la réalité pratique. Je suis neurologue, j'ai un affreux biais. Je suis neurologue hospitalier, j'ai un double biais, je suis hospitalier et neurologue, je prescris de la kiné, mais j'ai en même temps un regard sur la discipline comme usager et comme amoureux de notre système de santé. Et moi, je considère qu'on doit décloisonner, qu'on doit évoluer, qu'il faut pouvoir expérimenter. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger. Il y a plein de modèles internationaux qui sont intéressants dans les pays de l'OCDE en matière d'accès direct, d'accès remboursé au kiné. Moi-même, je dois vous faire une confidence. Je suis allé voir un accès direct, un kiné, mais j'ai dû payer. J'ai pas été remboursé pour ça, et ça m'a fait beaucoup de bien d'aller le voir. J'avais pas le temps ou pas l'envie d'aller voir le médecin. Pour autant, comme citoyen responsable, je savais qu'à un moment donné, peut-être qu'un peu de rééducation
pour ma colonne vertébrale me ferait du bien. Donc moi, ça ne me pose pas de difficultés conceptuelles majeures, même au contraire. Il faut être capable d'expérimenter, de la même façon qu'il faut être capable de faire évoluer les référentiels métiers. Les pouvoirs publics demanderont toujours plus de garanties en matière d'harmonisation des pratiques, ce qui nécessite d'avoir une recherche publique sur les pratiques, ce qui nécessite de faire monter en gamme en formation celles et ceux qui le souhaitent. Moi, je souhaite qu'il y ait demain encore plus de docteurs en kinésithérapie qu'on en a aujourd'hui pour harmoniser, avoir vraiment cette pratique de l'harmonisation cette culture de l'harmonisation des pratiques qui nous permettra d'aller encore plus de l'avant. Donc vous voyez, pas de tabou en l'occurrence. Sur le choix de la méthode, probablement au-delà de ce qui est déjà dans la loi aujourd'hui, si on veut aller plus loin, peut-être procéder par expérimentation, être capable d'avoir une expérimentation beaucoup plus libre dans les modalités que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Vous savez que l'expérimentation à la française, c'est on demande à l'administration centrale, DGOS, de rédiger un protocole, une procédure hyper jacobine, top-down, qui va leur prendre 2 ou 3 ans de rédaction pour que ce soit vraiment ceinture et bretelles. Puis à l'arrivée, finalement, c'est pas très enthousiasmant. Si vous avez compris le protocole, en général, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Et du coup, les professionnels ne s'en emparent pas. L'idée de demain, c'est d'avoir une bascule vers davantage de confiance portée aux professionnels. On fait davantage appel à la capacité d'initiative dans les territoires. On vous dit chiche, allez-y. En revanche, on rentre dans une culture d'évaluation. Une évaluation sur des critères objectifs, des indicateurs de processus et des indicateurs de résultats. Quel est l'impact en pratique pour les patients d'avoir accès direct à leur kiné pour telle ou telle pathologie et dans tel ou tel contexte? On se donne 1 an, 2 ans, 3 ans, on finance l'expérimentation, bien sûr, et on regarde. Si ça marche, on continue, on amplifie. Si ça ne marche pas, on essaye autre chose. Ça, ce sera le choix de la méthode qui est la nôtre pendant les 5 prochaines années. Vous qui êtes neurologue, vous ne voyez pas la question de l'accès direct comme une perte de pouvoir pour les médecins? Je crois qu'on n'en est plus là. La quête de pouvoir. Vous savez, en pratique, j'étais neurologue en unité neurovasculaire, en unité de neurologie générale. Moi j'ai des kinés qui sont spécialisés dans la neurologie et je peux vous dire que je fais des consultations communes, conjointes avec certains kinés, notamment dans le Parkinson, où mon kiné c'est mieux faire une UPDRS, c'est-à-dire aller évaluer les critères des signes pathologique du Parkinson que moi, parce qu'il a cette finesse dans l'analyse, pour savoir si c'est une dystonie, savoir s'il y a une spasticité, savoir si... je fais beaucoup, moi je travaille énormément en binôme avec des kinés, et même un autre cas de figure, en neurologie on en a aussi, c'est les troubles psychogènes. Des troubles psychogènes c'est assez fréquent, hein, et ça peut mimer des troubles neurologiques de façon criante, et moi généralement je m'appuie énormément sur l'expertise d'un kiné avec qui je travaille beaucoup à l'hôpital, et je lui fais confiance. Donc moi je crois que mes collègues neurologues, c'est pareil. Je ne peux pas parler pour la totalité des disciplines. Et pardon, c'est la blouse blanche qui vous parle davantage que l'écharpe tricolore. Mais encore une fois, on s'inspire de la pratique pour faire la loi. Et puis, les internes dans le service, quand ils doivent prescrire de la kiné respiratoire pour quelqu'un qui a une dyspnée, et qu'on voit le kiné qui nous dit si c'est pas prescrit, je ne peux pas y aller. Voilà, il faut qu'on puisse faire évoluer ces cadres-là. Il est évident que les kinés savent aussi, il faut qu'ils soient alertés. Mais moi, j'ai aucun problème à ce qu'une infirmière dans le service appelle le kiné en lui disant il y a un patient qui a un problème respiratoire, il est encombré, ce serait bien d'y aller. On en discute, mais voilà, c'est déjà beaucoup plus fluide finalement dans la vie hospitalière que ce qu'on peut rencontrer dans certains carcans qui vous sont imposés en santé en ville. C'est l'évolution. Voilà. Mais j'insiste sur un point, c'est essentiel. Et ça, c'est aussi comme usager. Je pense qu'il faut vraiment travailler vers une harmonisation aussi des pratiques et améliorer la recherche sur les pratiques dans notre pays. Ça, c'est un enjeu très important. Jean-François, là-dessus ? Oui, mais je retiens trois points essentiels. Déjà, le modèle international qui existe déjà, qui montre que ça peut favoriser des économies en matière de dépenses de santé. Donc il y a un modèle international, il existe, et moi je suis intimement convaincu que l'avenir à court moyen terme, mais certainement pas à long terme, ça sera l'accès direct, parce que le modèle il existe et qu'il est pertinent. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas pertinent également sur le territoire français. Je retiens aussi un autre point qui est bien évidemment la culture du patient. Vous êtes médecin, vous aviez mal au dos, spontanément vous êtes allé en accès direct chez le kiné. Mais les patients, vous êtes médecin, donc c'est un petit peu plus facile, mais les patients ont acquis une nouvelle culture médicale et souvent ils s'auto-prescrivent. Alors parfois à tort, mais quand même, on constate auprès de notre patientèle que quand ils ont un torticolis, ils vont quasiment spontanément chez le kinésithérapeute. Le lumbago, c'est la même chose. Et bien évidemment, dans
80-90% des cas, il n'y aura jamais de problème. Et c'est les 10% de cas à problème qu'il faut que la profession soit capable d'analyser. Mais le nouvel référentiel formation que l'on doit à l'ancienne ministre de la Santé, Madame Touraine, est totalement adapté à la prise en charge de l'urgence. Donc tous les éléments sont là. Et bien évidemment, je vous rejoins, et c'est aussi un autre chantier qui est repris par le gouvernement actuel, c'est l'orientation de la formation initiale à l'université et le développement de filières de recherche, parce qu'effectivement, il faut appuyer toutes nos techniques sur de la recherche, sur des études, et c'est incontournable. Mais je crois savoir que le train est parti et qu'on est en bonne voie. Bien, alors on va faire un focus sur le sport, où la prise en charge de l'urgence est entrée dans les mœurs depuis longtemps. Je me tourne vers vous, messieurs Lagneau, Parier. Comment ça se passe sur les terrains de sport? Franck Lagneau, peut-être d'abord, je rappelle que vous êtes le kiné de l'équipe de France féminine de handball. Alors je vais faire un petit rectificatif. Après Rio, j'ai pris un petit peu de distance. Vous n'êtes plus kiné de... Je suis toujours kiné à la Fédération française de handball, plus chargé de la recherche et de l'encadrement des équipes. D'accord. Après 23 ans passés effectivement au service des équipes de France féminines. On va aller un petit peu plus vers le beach parce que c'est plus sympa. J'ai vu Paris 2024, on allait jouer peut-être sous la Tour Eiffel et finalement je me suis dit que c'était pas mal. Cet accès direct aux soins en kinésithérapie du sport, je dirais qu'on est un petit peu précurseur comme dans plein de choses en kinésithérapie du sport. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Pascal Mathieu disait qu'à l'hôpital, elle avait extubé, et on sait que dans les services hospitaliers, depuis de nombreuses années, les kinésithérapeutes ont franchi, je dirais, le seuil légal pour la pratique. En kinésithérapie du sport, de tout temps, on a franchi le seuil légal. Pourquoi? D'abord, c'est un problème d'organisation. Bien souvent dans les équipes, le kinésithérapeute est tout seul. Il n'est pas toujours encadré par un médecin. Donc il faut bien qu'il se débrouille. Il faut bien qu'il fasse des actes qui ne sont pas toujours dans son je dirais, champ de compétences. L'exemple que je donne toujours, parce qu'il est tellement simple et tellement compréhensible, vous avez, j'ai eu récemment, j'ai encadré sur un raid un coureur qui vient me voir et qui me dit ça fait 2h30 que je cours, j'ai un souci au pied, est-ce que tu peux regarder? Alors évidemment, on enlève la chaussure, en dessous on voit ce qu'on appelle nous de manière un petit peu triviale un joli steak sous le pied, et effectivement on se dit soin d'ampoule, il va bien falloir lui proposer quelque chose. Alors j'ai deux solutions, ou je reste dans le cadre de la loi et je lui dis lève-toi et marche, où je lui fais un soin d'ampoule et je suis soumis à l'exercice illégal de la profession d'infirmier, parce que c'est un soin qu'on n'a pas le droit de faire et qui n'est pas dans notre degré de compétence. Ce qui amène aussi une autre réflexion qui sera, qui je pense est en cours, le transfert de compétences de certains actes. On ne demande pas, nous, kinés du sport, à être médecins du sport. Et heureusement, parce qu'on a besoin des médecins, et voilà, chacun son champ de compétences. Par contre, il y a des choses que l'on fait tous les jours, régulièrement, qui ne sont pas encadrées. Et ce qu'on retrouve dans le domaine du sport, on le retrouve aussi dans notre quotidien en cabinet. Tout à l'heure, Madame la députée nous disait, et collègue, nous disait qu'effectivement, elle avait eu régulièrement des gens qui venaient en cabinet. Alors, je n'aborderai pas le champ de la neurologie, je suis désolé, je suis totalement inculte dans ce domaine-là. Mais pour le coup, le kinésithérapeute du sport... non, mais ça reste passionnant, mais voilà. Pour le coup, le kinésithérapeute du sport, je dirais que l'élément central, c'est l'entorse du lundi matin, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait du sport le week-end. Il n'y a pas de réseau de santé qui sont mis en place dans le domaine de la traumatologie du sport. C'est peut-être une réflexion à amener. Au jour d'aujourd'hui, le week-end, il n'y a pas de service d'urgence en kinésithérapie du sport. Or, on a montré un bon nombre d'études. Il y a des études de 2013, 2014, 2016, dans des études australiennes en particulier, qui montrent que le kinésithérapeute, lorsqu'il est dans les services d'urgence, amène une compétence supplémentaire, réduit les délais d'attente et améliore la qualité de prise en charge. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, avec des échantillons et des cohortes qui sont importantes. Donc, on a pas ça le week-end. Ils arrivent le lundi matin, on fait quoi? Alors maintenant, de manière légale, dans le cadre de cette nouvelle loi de 2016, on peut les prendre en charge parce qu'effectivement, il est bien défini que s'ils n'arrivent pas à trouver facilement un médecin, etc., on est bien obligé de faire quelque chose. Donc, on est tout le temps très borderline. Et voilà, alors, l'avis du médecin du sport, le docteur Parier.
Alors, le choix que vous avez fait de vos contradicteurs est assez mauvais parce que je suis totalement d'accord avec eux, bien entendu. Moi, j'ai eu un parcours où j'ai travaillé au PSG, ensuite je me suis occupé du Racing pendant 10 ans, j'ai été à l'Institut national des sports et je suis à Roland-Garros depuis 20 ans. C'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il y a un soin, par exemple, d'une grosse ampoule, eh ben, c'est surtout pour moi qui vais la faire. Je ne sais pas la faire. Et le kinésithérapeute de Roland-Garros le fait 10 fois mieux que moi. Il a tous les produits adaptés et il le fait depuis toujours sans me demander même quoi que ce soit. Si jamais il se pose la question d'une infection sous-jacente, il va peut-être m'appeler et me dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» Bon, mais ça va être comme ça. Mais là, on rentre dans un milieu qui est complètement faussé, j'ai envie de dire. Que ça soit notre ami neurologue, que ça soit notre kinésithérapeute qui s'occupe d'une équipe, c'est des fonctionnements qui roulent depuis... Moi, je m'occupais du Matra il y a une vingtaine d'années. J'avais un kinésithérapeute excellent. Je venais 4 fois par semaine seulement. Les autres jours, il était tout seul. Il réglait les problèmes. S'il y avait un problème plus grave, il me téléphonait et à ce moment-là, j'enclenchais. Mais c'est comme notre ami neurologue. Il est certain que pour Parkinson, le kinésithérapeute va être bien meilleur, entre guillemets, que lui pour l'analyser finement, parce qu'il va le faire tous les jours. Donc, j'ai totalement cette expérience et pour moi, c'est complètement évident. Ensuite, il est certain que pour la santé publique, toutes ces entorses qui vont, et moi, à chaque fois, je le dis aux gens, voilà, je me suis tordu la cheville, j'ai une cheville énorme, j'ai eu très mal, etc. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été aux urgences. Et alors, j'ai attendu 6 heures, on m'a fait une radio, et puis on m'a dit de rentrer chez moi et de voir mon médecin demain. Ce que je comprends, les urgences ne sont pas faites pour ça et la population n'est pas formée pour aller directement et avoir quelques gestes. Donc, moi, je suis complètement acquis à cette technique. Après, ici, on est probablement dans un public aussi qui est biaisé, c'est-à-dire que ce sont à l'évidence des gens qui ont l'habitude de ça, que ce soit des médecins d'équipe, que ce soit... Eux, il n'y a pas de problème. Mais il est certain qu'un kinésithérapeute isolé, là, ça peut poser davantage de problèmes parce qu'il est peut-être moins bien formé, il est peut-être moins habitué. Et donc, pour tous ces gestes, ça va être peut-être plus compliqué de régler le problème. Alors, Madame Bureau-Bonnard, d'ailleurs, parce que d'ici quelques minutes, on va devoir libérer nos parlementaires là, qui ont un agenda chargé aujourd'hui. Oui, donc, vous vouliez réagir sur ce que vous venez d'entendre? En fait, c'est pour rebondir un peu sur ce que vous dites, notamment par rapport aux kinés qui ne sont pas au sein d'un service ou dans une ville peut-être un petit peu mieux pourvue. Par mon expérience personnelle, étant dans une ville de l'Oise de 14 000 habitants, j'allais dire en groupe, mais seul dans un cabinet libéral depuis 30 ans, en ayant peu de formation tout au long de ma vie de kinésithérapeute, et je comprends bien que ça peut être un souci et que c'est pas très logique. Hein, on en a déjà parlé avec Pascal, et je la remercie puisqu'on a eu un entretien par rapport à justement l'évolution de la carrière. Et je fais partie justement des kinés qui ne se forment pas particulièrement et qui ne se sont pas formés sauf au début de ces années de kiné, qui ont continué leur exercice libéral, j'allais dire généraliste, et qui sont justement, qui ont pris cette manière de fonctionner et la profession au fur et à mesure des demandes aussi, mais des demandes aussi des patients et de la manière dont les patients voyaient autant la kinésithérapie que leur propre vie, j'allais dire, et notamment au niveau sportif ou de la kiné respiratoire, où évidemment les patients arrivent sans avoir obligatoirement une prescription, sans avoir vu le médecin d'une manière ou d'une autre, et j'allais dire, on le fait de toute manière, c'est-à-dire que les soins, on va donner notre expertise ou en tout cas notre avis. Généralement, soit on peut faire le soin directement lorsqu'on se sent la capacité, hein, bien entendu, on ne va pas prendre de risques. Ça m'est arrivé de refuser un patient qui arrivait avec son bébé parce que non, je n'étais pas sûre. Il ne faut pas non plus faire un soin qui ne correspondrait pas, d'envoyer vraiment en urgence voir le médecin pour qu'il revienne ou pas. Et c'est arrivé dans les deux cas, c'est-à-dire qu'ils reviennent ou qu'ils ne reviennent pas en fonction de l'urgence et de la gravité. Voilà, donc c'était pour réagir par rapport à ce que vous avez dit. Je vais être obligée de m'en aller. Je voulais simplement exprimer un tout petit peu par rapport au fait que j'ai été invitée aujourd'hui, et j'en remercie Pascal et l'ensemble du bureau et du Conseil de l'Ordre, également pour pouvoir simplement
représenter, dire qu'on représente, et toi d'une manière au niveau médical, mais au niveau de l'Assemblée nationale, bien entendu, notre profession, mais alors je voulais simplement mettre les choses au point, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on est fiers, on est deux kinés, hein, donc Anaïg Lemer qui vient tout à l'heure, et moi-même, nous sommes fiers, en tant que kinésithérapeute, d'être masseur kinésithérapeute, d'être élu à l'Assemblée nationale. C'est vrai que le poste de vice-présidente me donne un petit peu plus de travail par moment, et notamment plus de présence sur Paris, ce qui fait que j'arrive à continuer ma profession, mais je n'ai que 5 à 6 heures par semaine. Donc je m'arrange en début de semaine et en fin de semaine. Et pour dire que nous sommes, en fait, nous sommes consultés un petit peu en expertise, mais nous devons toujours nous placer un petit peu au-dessus également de simplement notre profession et de défendre la profession. On est plutôt là pour donner notre expérience, donner les éléments que l'on a certainement un petit peu plus précis, ces éléments plus précis, parce que d'abord on connaît évidemment la profession et la manière dont les problèmes qu'on peut y retrouver, mais également il faut que l'on voit les décisions et les lois que l'on va voter, les propositions, dans un ensemble. Donc c'est là on a un curseur, hein, bien entendu. Moi, je ne fais pas partie de la commission des affaires sociales, puisque je l'avais demandé, évidemment. Je pense que, mais en même temps, fais partie de la commission de la défense nationale et des armées, ce qui n'a rien à voir et qui est tout à fait intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était pour simplement, et j'en avais parlé avec mes collègues, et dire que justement, faisant partie de ces kinés qui n'ont jamais en fait été dans des syndicats, le Conseil de l'ordre, etc. C'est vrai que je leur ai dit, mais vous savez, je me rends compte que c'est pas non plus la meilleure chose, et je le dis à toutes les personnes qui sont là et qui ont des fonctions, notamment, c'est de ne pas hésiter à aller relancer un petit peu les kinés de province, comme nous, pour un peu pour leur dire, ben oui, n'hésitez pas quand même à venir vous impliquer, n'hésitez pas à donner votre avis, parce que souvent on reçoit des choses, on dit bon, on n'a pas le temps, et puis on a pourtant des choses à dire, mais voilà, c'était simplement le message que je voulais faire passer, et qu'il ne faut pas hésiter, bien sûr, à venir vers nous, que ce soit par rapport à Olivier. Bon, comme Olivier a dit, nous avons des infirmiers, nous avons des infirmières, nous avons vraiment une représentation des auxiliaires médicaux et des médecins très importants. Alors, comme Monsieur Véran va devoir partir en même temps que vous, je lui donne la parole une dernière fois également, savoir si vous partagez cette vision des choses. Et puis, on a parlé de cette disposition du 26 janvier 2016 qui rend licite maintenant l'accès au kiné en cas d'urgence et en l'absence d'un médecin. Donc en tant que parlementaire de la majorité, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller plus loin ? Comme parlementaire, ce que je regarde, c'est la volonté des patients aussi. Que veulent les patients ? De plus en plus, ils veulent choisir. Ils veulent s'orienter dans leur parcours. On a un devoir de les informer. On est les garants, comme ordre professionnel, vous l'êtes tout autant, même plus que nous, garants de la qualité des soins qui seront réalisés et de la qualité du parcours qui sera autorisé aux patients. Je crois que les modèles qu'on a connus assez rigides, modèles fermés, très paternalistes vis-à-vis des usagers, ces modèles-là ont vécu. Et de plus en plus, je vois des patients qui viennent me voir en disant « je viens vous voir parce que malgré mon ostéo ou malgré mon kiné, j'ai encore mal ». Ça ne me choque absolument pas. Ça ne me choque absolument pas. De plus en plus, je deviens un recours, le médecin devient même dans la pratique un recours, je dirais, secondaire, après que les patients aient consulté un professionnel en qui ils ont confiance, parce que quelqu'un qui les a déjà aidés lorsqu'ils avaient eu mal quelque part, des difficultés, etc. On le voit avec l'ostéo aussi, hein, j'en parle librement, mais vous le savez tout aussi bien que moi. Et donc, faisant ce constat, est-ce qu'on va contre en leur disant ben non, vous avez tort, votre parcours ça doit être ça, le médecin, ou est-ce qu'au contraire on essaye d'accompagner, de mettre des garde-fous pour vérifier que les choses soient. Voilà, c'est plutôt ce référentiel de raisonnement. Et puis s'appuyer sur les professionnels, les compétences paramédicales. Dans notre pays, on a pris un retard considérable. En matière de pratique avancée, vous savez, on n'est pas laissé de transfert de compétences, délégation de tâches, pratique avancée. N'empêche qu'on n'a toujours rien fait, ou quasiment rien. Moi, ça me désole. C'est intéressant de discuter avec vous, parce que quand parfois je suis en audition parlementaire avec des responsables d'organisation, pas forcément les kinés d'ailleurs, mais prenons d'autres professions, quand je leur dis, mais en pratique, ça se passe comme ça, vous voulez pas qu'on modifie le décret de compétences, vous voulez pas qu'on ouvre, vous voulez pas qu'on reconnaisse que...
Ah non, non, attendez, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens aiment bien, dans les négociations nationales, que les choses soient très rigides et très figées. Ça aussi, il faut le savoir. C'est pas que les parlementaires et la volonté des administrations. Hein, quand on propose d'entériner dans la loi ce qui existe dans la pratique sans que ça se sache, ou en tout cas la profession le sait, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi qu'on puisse avoir ce travail de confiance bilatéral pour dire comment est-ce qu'on fait évoluer les référentiels métiers, comment on permet demain à des kinés d'avoir la... Enfin, franchement, qu'un kiné puisse faire un soin d'ampoule, un kiné spécialisé comme vous, enfin, voilà, qu'on puisse considérer que vous êtes en situation d'être hors la loi parce que vous le feriez, me paraît au mieux anachronique. Donc il faut faire évoluer tout ça, donc mettre de la souplesse, mais de l'évaluation. Encore une fois, le maître mot, c'est l'évaluation. Et puis dernier point, avec l'exercice pluriprofessionnel, les pratiques avancées, etc. Dernier point, c'est la place des kinés dans la prévention. Alors moi, je suis le porte-parole vibrant de la prévention dans les milieux à risque, les milieux professionnels, dans les écoles, dans les EHPAD. On sait très bien que si on a de la kiné auprès des personnes âgées dans les EHPAD, ben on va réduire l'ordonnance médicamenteuse, que c'est du gagnant pour tout le monde, à commencer par les personnes âgées elles-mêmes. J'ai un réseau Santé Main en région Rhône-Alpes, enfin ex-région Rhône-Alpes, qui fonctionnait du tonnerre avec un kiné de la main et un chirurgien de la main allant dans les entreprises au contact des personnes qui travaillent sur les machines-outils, leur expliquant pourquoi le centimètre carré de corps humain qui coûte le plus cher, c'est la pulpe du doigt, parce que l'accident de la main, il y en a un toutes les 20 secondes dans notre pays, toutes les 20 secondes. Que quelqu'un, un ouvrier de 50 ans qui se coupe un doigt sur une machine-outil ne retrouvera jamais de boulot et que c'est une détresse sociale, personnelle, familiale, etc. On sait qu'une action de prévention ciblée dans ces milieux professionnels à risque réduit de 30 à 40% le risque d'accident. Et qu'un euro qu'on met là-dessus aujourd'hui, c'est 10 euros, 15 euros qu'on économise demain, sans considérer même le coût social et humain qu'on permet d'épargner. Et sans les kinés, on ne peut pas le faire, parce que les kinés ont cette compétence-là. Donc voilà, c'est là-dessus aussi que je voudrais qu'on puisse travailler dans le quinquennat, au cours du quinquennat qui commence, tout ce rôle qui doit vous être dévolu d'acteur majeur de la prévention, et avec un rôle autonomisé, évidemment, dans ces référentiels. Merci pour l'invitation, on est obligé de partir. Voilà, Olivier Véran et Carole Bureau-Bonnard ont un agenda parlementaire chargé. Merci. Voilà, merci à tous les deux. Merci d'avoir dégagé du temps pour nous, puisque vous avez fort à faire en ce moment. Merci. Merci, Madame Bureau-Bonnard. Merci, Olivier Véran, d'avoir été avec nous. On poursuit notre conversation. Je vous rappelle, on échangera avec vous, on échangera avec la salle tout à l'heure, et puis Twitter, hashtag Osons 2017. Alors, on a parlé de sport. Vous avez fait allusion, Franck Liagno. On fait une parenthèse juste sur Paris 2024, puisque vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est l'occasion de rappeler que l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a soutenu fortement Paris 2024. Vous voulez en dire un mot, Franck ? Tout à fait. D'ailleurs, soutenu depuis quasiment dès le début. En tant que président de la Société française des kinés du sport, je ne peux qu'aller dans ce sens. On va bien évidemment continuer à travailler ensemble pour voir comment on peut avancer au mieux dans ce projet, qui est un grand projet, qui est un grand pour les kinésithérapeutes, bien évidemment au-delà de la kinésithérapie, mais pour nous kinésithérapeutes qui est important parce que là aussi on a une fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, importante pour la reconnaissance de la profession et pour faire avancer la spécificité en kinésithérapie du sport. Il faut bien avoir à l'esprit que Paris 2024, ce ne sera pas que les Jeux Olympiques avec des athlètes de très haut niveau qui, bien sûr, eux, lorsqu'ils arrivent, sont encadrés avec des équipes spécifiques, mais il va y avoir toute une réflexion en amont et pendant plusieurs années pour, je dirais, valoriser la prise en charge du sport en prévention. On parlait à l'instant de prévention, pour favoriser tout ça dans les milieux qui ont un peu moins accès. Et je suis bien placé pour en parler, puisque moi je travaille dans Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la banlieue je dirais la plus aidée, mais on a grand espoir que ça s'arrange. Pour justement pouvoir mettre en place un certain nombre de réseaux de santé, je parlais tout à l'heure des réseaux de santé, mais de donner justement un accès un peu plus important aux gens qui aujourd'hui n'en ont pas, et on pourrait peut-être même un petit peu dévier sur ces problématiques d'activité physique adaptée, d'encadrement, pour lesquels les kinésithérapeutes ont un vrai rôle à jouer. Tout à l'heure, un de nos collègues parlait de passeurs. J'ai d'ailleurs bien aimé le fait que M. Antoven remette l'humain au centre de la problématique. Et là, en termes de prévention primaire, parce qu'on parlait de prévention, mais au jour d'aujourd'hui, la CPAM, enfin nos caisses d'assurance maladie, ne prennent pas vraiment en compte la prévention primaire. À ce que je sache, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir facturer un soin remboursé
parce que quelqu'un venait me voir en me disant « J'ai un poste difficile au travail, est-ce que vous pourriez me conseiller des exercices ?» Ben, oui, c'est pour vous, hein, si je vous vois. Et la prévention primaire, elle est là, elle est avant que les problématiques arrivent. Et dans les banlieues actuellement, par exemple, il y a vraiment un très très gros travail à faire en ce sens. Les kinés du sport, comme les autres kinésithérapeutes, ont tout leur rôle à jouer. Paris 2024, pour moi, peut être un vrai moteur, parce qu'il y a, je crois, autour de l'organisation de ces Jeux Olympiques, une vraie volonté du comité d'organisation de ne pas faire des Jeux exclusivement pour les stars, mais pour tout le monde. Oui, parce que le kiné du sport, hein, on l'a dit, mais vous insistez beaucoup sur la prévention. C'est pas seulement soigner au bord des terrains de sport, comme on en a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi dans le cabinet conseiller, éduquer, traiter, aider les sportifs dans leur parcours et les accompagner. Et les problématiques sont nombreuses. On n'imagine pas ce qu'on peut voir dans les cabinets parfois. J'ai une idée, quelque chose qui me vient à l'esprit. Je pars tout à l'heure là sur Barcelone pour aller valider des formations justement pour des kinésithérapeutes qui s'orientent plus sur la kiné du sport. Et bien sûr, un des sujets importants, par exemple, c'est le dopage. Donc on disait qu'est-ce qu'on fait dans un cabinet. C'est pas de la kinésithérapie pratico-pratique. Le nombre d'enfants que je vois arriver en cabinet avec des parents qui ont des conduites déjà très addictives, avec des gamins qui vont aller faire du sport. Et pour être plus grand, pour être plus beau, pour être plus fort, on va déjà aller leur donner un certain nombre de choses qui sont pas tout à fait autorisées. Eh ben, on a un rôle hyper important en éducation en santé à jouer là-dessus. J'arrête pas de dire à tous les kinésithérapeutes, on ne fait pas que du soin. D'ailleurs, c'est ce que disait tout à l'heure M. Antoven. On ne fait pas que du soin, on soigne l'humain. Et notre rôle d'éducateur en santé là-dessus, il est primordial. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Bien. Alors, j'aimerais qu'on revienne un instant sur les entorses à la cheville dont le docteur Parier parlait tout à l'heure. Il en était également question dans le film. On en dénombre 6000 par jour, je crois. C'est ça, 7 à 10% des urgences hospitalières. On aura l'occasion encore d'y revenir cet après-midi, comment désengorger les urgences, ce sera au programme. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans la très grande majorité des cas, où Dr Parier ou Jean-François Dumas, le passage par le médecin sert uniquement à obtenir la prescription qui permettra le remboursement des séances de kiné? J'en ai peur, oui. Dans un grand nombre de cas, le kinésithérapeute qui est habitué, qui est formé dans ce domaine, est tout à fait capable de débrouiller le tableau. On sait qu'il existe un certain nombre de protocoles, par exemple des protocoles d'Ottawa, qui nous permettent d'éviter, si vous voulez, de passer à côté d'une lésion. Et donc ça, c'est des protocoles qui sont enseignés, qui ont été développés au Canada et qui ont montré leur qualité. Donc je pense qu'il est tout à fait compétent pour, sur les 6000 peut-être, résoudre 80 ou 90% de ces problèmes. Sachant que dans un certain nombre de cas, et avec l'expérience, il est capable de suspecter quelque chose de plus sévère et à ce moment-là, l'adresser secondairement. Mais oui, je pense vraiment qu'il peut avoir une aide très importante et comme vous le dites très justement, avec une notion, même paradoxalement, par téléphone, par mail, par ce que vous voulez, lui dire, bon, il faut comprimer, il faut surélever, il faut glacer. Rien que ça, il va faire gagner un temps précieux à l'athlète et donc il a un rôle de formation qui est fondamental. Donc moi, je crois totalement à ce genre de choses et donc ce que j'ai vécu dans mon expérience des sportifs, c'est vraiment ce qui s'est passé. Bien souvent, nous, on arrivait après la bataille et il avait fait des gestes de base qui étaient essentiels et qui ont permis de gagner beaucoup de temps pour ces athlètes. Jean-François ? Alors moi, je suis bien évidemment entièrement d'accord. Pourquoi avons-nous illustré ce projet, enfin pas ce projet, cette situation d'accès direct par le biais de l'entorse? Parce que les critères d'Ottawa dont a parlé mon voisin reposent sur l'interrogatoire et la palpation de la cheville. Interrogatoire, palpation de la cheville. Allez voir le référentiel de formation des kinésithérapeutes, c'est largement dans leurs compétences. Et la radio n'est jamais indiquée en première intention, enfin en fonction de l'interrogatoire et de la palpation de la cheville. Si jamais on peut estimer avec ce bilan qu'une radio pourrait être nécessaire, alors là, effectivement, on oriente vers le médecin. Mais je pense que c'est plus de 80% des entorses qui peuvent éviter la radio, qui a aussi un coût sociétal et un coût pour l'assurance maladie. Et c'est 6000 entorses par jour, et c'est 2 millions d'euros par jour.
Le coût global pour la santé, ouais, oui, voilà. tout à fait. Donc si on a aussi une approche économique des choses et pragmatique, et j'ai bien l'impression que notre gouvernement actuel est extrêmement pragmatique en matière d'équilibre des comptes, je pense que c'est en tout cas un débat qu'on ne peut pas ignorer. Alors, la question du financement, on en parlera cet après-midi, même si elle ne relève pas de la compétence de l'ordre, mais on en parlera cet après-midi, on aura plusieurs intervenants là-dessus. Je donne juste un chiffre, vous me corrigez si je dis une bêtise, à 25 € la consultation médicale, la prise en charge par l'assurance maladie des entorses de la cheville représente à peu près 54 millions d'euros par an. Voilà. Hein, je vous laisse faire le calcul, et puis si je me suis trompé en faisant une multiplication par jour, le nombre de jours par an, etc., on arrive à ce chiffre de 54 millions d'euros par an. En tout cas, tout le monde sera d'accord pour dire que ne pas passer par les urgences, ça dégagera des économies. Ça, c'est une évidence. Voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas faire l'injure à toutes mes consoeurs, à tous mes confrères ici présents, de rappeler le montant de l'acte de kinésithérapie en libéral. Allez, c'est un tout petit peu plus de 16 €. Alors, un autre élément pour lequel l'accès direct au kiné est entré dans les mœurs, c'est la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. 450 000 enfants de moins de 2 ans atteints de bronchiolite, pris en charge par les kinés. On peut en dire un mot ? Alors c'est exactement la même évolution que les kinés du sport. Les kinés du sport ont appuyé leurs compétences sur une formation. La Société française dont tu es le président, je crois, n'est pas qu'une association qui regroupe des kinés, c'est aussi un organisme de formation. Et donc c'est extrêmement lié. Développer des compétences, notamment dans l'accès direct, on l'a dit, on l'a répété, je le répète, ça doit reposer sur des compétences solides, donc une formation solide. C'est ce que développent les kinés du sport. Et pourquoi ça fonctionne avec la bronchiolite ? Parce que c'est développé par le biais de réseaux. Alors moi j'exerce en Normandie, il y a un très très bon réseau qui s'appelait à l'époque les réseaux bronchiolites au Normand, maintenant la Normandie étant unifiée, c'est le réseau bronchiolite normand. Et il y a des sessions de formation qui sont vivement recommandées, voire incontournables, obligatoires si on veut intégrer le réseau. Et ça fonctionne excellemment bien parce qu'il y a une formation complémentaire par le biais de la formation continue qui est proposée, qui est imposée aux professionnels. Et quand on joue le jeu, je veux dire, la prise en charge des bébés ne présente aucun danger supplémentaire quand ils ne passent pas par la case médecin, parce que justement, il y a un tel développement de la formation continue qui fait que cela se fait en parfaite sécurité. Voilà, donc je voudrais rassurer les autorités, parce qu'on a déjà débattu, on a déjà présenté ces projets. Quand on illustre ce projet, enfin cette évolution de la profession avec l'entorse de la cheville, on a quasiment l'assentiment, l'approbation de tout le monde. En revanche, il y a une petite réticence dès qu'on s'intéresse au bébé. Forcément, le bébé, c'est tellement sacré, et ça se conçoit, que l'on ne peut pas prendre de risques. Mais c'est pour ça que j'en terminerai là. Tout doit reposer sur la compétence et sur la formation. Au-delà de la compétence qui est maintenant sur la formation initiale, qui a nettement évolué, je parle moi de la formation continue. Pour les gens comme moi, diplômés en 87, puissent récupérer finalement ces compétences qu'on n'avait pas, nous, par rapport à celles qui vont être détenues par ceux qui vont sortir en 2019. Alors la formation, ce sera l'objet de la prochaine table ronde, donc on va avoir beaucoup de choses à dire à ce sujet. Je me tourne vers vous, questions, remarques, témoignages, allez-y, n'hésitez pas, on remet un peu de lumière, prenez la parole. Voilà, il y a monsieur là-bas ici, on peut lui faire passer un micro. Je rappelle également Twitter, hein, si il y a des tweets, eh bien on me les fera passer. Hashtag Osons 2017. Alors, voilà, c'était monsieur ici. Bonjour monsieur, vous êtes kiné, vous êtes kiné ? Oui, Baptiste Michaud, je suis kiné au CHU de Romans en réanimation. Alors j'ai deux questions. La première, c'est sur justement cet accès direct. Nous, on rentre, en tout cas en tant que kiné, à l'hôpital et en plus en réanimation, on ne rentre pas tout à fait dans la définition de cette notion d'urgence puisqu'on a un médecin on a des médecins qui sont souvent disponibles. Mais pour autant, on a quand même on a quand même développé des compétences particulières avec le sentiment qu'on peut prescrire des activités à nos patients. En tout cas, on peut s'auto-prescrire, entre guillemets, puisqu'on peut aller voir le patient sans prescription médicale initiale et puis
le médecin est ensuite d'accord pour qu'on voit ce patient-là, avant même la prescription, puisque souvent en réanimation, on a une notion d'urgence aussi qui est importante, mais là, le médecin est présent. Ce qui veut dire qu'on peut, là, à l'hôpital, il faudrait voir comment développer cette notion d'accès direct sans cette notion d'urgence et d'absence de médecin, puisque ce n'est pas le cas. Et on est capable de développer des compétences particulières. Et j'en viens aussi sur la notion de prescription, où on va prescrire des fois des activités de mise au fauteuil, de déambulation, et qui ne sont pas forcément réalisées par le kinésithérapeute. On a des patients en réanimation ou même dans les autres services où on va dire à l'équipe, il faut que ce patient-là aille au fauteuil. Ce n'est pas encore prescrit, et donc souvent les équipes vont nous dire non, il n'y a pas de prescription, le patient n'ira pas au fauteuil. Alors que en tant que kiné, on a quand même la conviction qu'on est capable de pouvoir prescrire une mise au fauteuil qui n'est pas forcément à réaliser par un kiné, parce que ce n'est pas qu'un acte kiné, la mise au fauteuil. Donc il y a cette première question sur l'accès direct à l'hôpital qui se pose, sur la notion de prescription. Monsieur Véran l'expliquait tout à l'heure sur la kiné-respi. La deuxième question, c'est juste une remarque par rapport au CNKE. Pardonnez-moi, je vous rends la parole. On répond peut-être déjà à la première, hein, et puis je vous redonne la parole. Jean-François. Il va revenir, voilà. J'ai un micro. Merci Baptiste, je suis entièrement d'accord. Je vais être très bref. Si on veut faire revenir les kinésithérapeutes à l'hôpital, notamment public, puisque tu exerces au CHU, donc c'est l'hôpital public, peut-on aujourd'hui immédiatement, très rapidement imaginer effectivement un décloisonnement, un accès direct au kinésithérapeute dans un service d'urgence, puisque ça rendra le métier beaucoup plus attractif qu'il ne l'est actuellement, même si toi, tu es passionné par cet exercice, mais ce n'est pas le cas finalement de tout le monde qui pouvait comprendre finalement à la sortie de ses études qu'on pouvait s'épanouir finalement à l'hôpital. La majorité pense qu'on ne peut pas. Le salaire d'ailleurs n'est pas du tout attractif, mais au-delà du salaire, parce qu'il faudra bien évidemment un jour ou l'autre augmenter ce salaire qui est quand même scandaleux, il faut décloisonner. 1350 € net en début. Sauf erreur de ma part, 1350 € net à la fonction publique hospitalière. Quand on est diplômé au mois de juin, au mois de juillet, si on travaille à l'hôpital, ça sera ce salaire-là. Il faut absolument décloisonner, il faut rendre l'exercice à l'hôpital attractif pour les kinésithérapeutes. Et ça c'est un élément, ce que propose Baptiste, c'est bien évidemment un élément qui va faire évoluer la profession, qui va la rendre beaucoup plus attractive. Oui, ça passe aussi par là. Et c'est beaucoup, je ne vois pas franchement le risque que l'on prend, parce que le cadre est tel, le médecin est proche, il y a toute une équipe, on est dans l'interdisciplinarité, le kiné, il n'agit jamais tout seul. Je pense que c'est un excellent laboratoire pour ouvrir encore plus à l'accès direct. Et il y avait une autre question. Oui, la deuxième question. Le docteur Parlier disait qu'il n'y avait pas un débat très contradictoire puisque tout le monde était d'accord. Je vais juste apporter une petite contradiction par rapport à la position du CNKE, le Collège national des kinés experts, qui a fait une note, ça date du 22 mai, qui a émis des réserves sur la notion d'urgence développée par votre note juridique au CNO. Et donc je voulais voir si... Le CNKE estimait, là je les cite, que l'absence de définition légale de l'urgence autorisant l'intervention du kiné en première intention crée une incertitude pour les professionnels sur l'étendue de leur habilitation. Et donc il concluait avec l'urgence ne doit pas devenir un alibi pour un accès en première intention systématique et de manière extensive. Donc peut-être qu'on peut en discuter pour voir l'avis du CNKE. Je suis également expert pour les tribunaux, mais je ne suis pas membre de cette association qui est une association. Je connaissais les anciens statuts, ils ont peut-être évolué, mais c'est une association qui n'a absolument pas pour but d'édicter de la doctrine. Donc là, on est sur de la doctrine, parce que quand le Conseil national émet un avis, là, en l'occurrence, en matière d'urgence, ce n'était pas un avis, c'était une circulaire. Mais les avis que l'on émet, ils ne concernent que la déontologie, et ils ont, ils font ce que l'on appelle, nous, une doctrine. La CNKE est une association, n'a pas pour mission d'édicter une doctrine en matière de texte. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la définition de l'urgence, si là, tout de suite, je ne me sens pas bien, et si spontanément, si je peux encore marcher, si je me dirige vers un service d'urgence, on ne me fermera pas la porte au nez.
je détermine moi-même que je suis dans une situation d'urgence, que j'ai besoin de consulter un médecin. L'urgence n'est pas définie, c'est bien pour ça que les services d'urgence sont totalement saturés et que pour n'importe quelle raison, bonne ou mauvaise, mais de toute façon, comme elle vient du patient, elle est toujours bonne, à mon sens, la porte elle sera toujours ouverte. Il n'y a pas de on ne déremboursera pas, on ne refusera pas de rembourser le patient parce que finalement, tout le monde s'accorde à dire que finalement, il n'y avait pas d'urgence vitale, il ne risquait pas de mourir. Non, 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 les urgences sont ouvertes, il n'y a pas de définition de l'urgence, et l'urgence n'est pas que médicale, elle n'est pas que vitale, elle peut aussi être sociale. L'urgence ressentie est aussi un élément, on en a parlé avec un philosophe. Je veux dire, le souhait du patient, ça doit faire partie de la décision thérapeutique, de la décision du professionnel. Elle ne peut pas se faire que par le professionnel, elle doit se faire en accord avec le patient. Et si le patient, comment dirais-je, émet une situation d'urgence, il lui-même il dit ressentir une urgence. Je prends l'exemple du limbago, le lundi matin, le magasinier qui doit faire 3-4 km dans son entrepôt à transporter des colis, il sait très bien qu'il ne pourra pas tenir sa journée. Il a un limbago, il a déjà eu l'expérience kiné, et il se dit moi je vais directement chez mon kiné, est-ce que tu peux m'arranger le coup là, parce que moi il faut que je tienne au moins la journée, parce que je suis en situation compliquée, je ne peux pas comme ça me mettre en arrêt de travail. Donc voilà, donc cette publication, cet avis, je ne sais pas trop comment le formuler, de cette association, pour moi est de très faible portée en matière d'interprétation du texte légal. Franck. Oui, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit sur cette notion d'urgence. Tout d'abord, l'urgence, on l'a définie effectivement comment? C'est l'urgence vitale ou c'est pas l'urgence vitale? En kinésithérapie du sport, la première question que je vais avoir à poser, j'ai une joueuse qui se fait un dérobement de cheville, très, très large, pour être très large. L'urgence, c'est quoi? C'est que je lui trouve un médecin? Non. L'urgence, c'est que l'entraîneur vient me voir dans les 3 secondes en me disant quand est-ce qu'elle retourne sur le terrain. Voilà. À trop vouloir cadrer les choses, à trop vouloir serrer les choses, à trop vouloir faire, j'ai entendu tout à l'heure, ceinture et bretelles, et je dirais autre, on finit par s'enfermer et à ne se laisser aucune liberté. Je pense que ça peut être un danger. Je pense que c'est bien de réfléchir à ça. Docteur Parier. Dans le cadre, par exemple, on parlait des entorses. Donc, effectivement, je pense qu'il est très bien qu'elle soit prise en charge. Mais si, malheureusement, on a un sujet qui a une entorse suffisamment importante, elle ne peut plus marcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir que les kinésithérapeutes aient le droit de faire un arrêt de travail de 2 ou 3 jours qui sont nécessaires pour cette personne qui a eu des soins en urgence, bien réalisés, mais qui, à l'évidence, ne peut pas faire ces 2 heures de transport. Donc, quelle sera la solution? Parce qu'on va faire forcément une consultation, puisqu'aujourd'hui, la loi nous y oblige. Mais dans nos cabinets, très régulièrement, on a des adolescents qui ont une dispense de sport du médecin, qui viennent chez nous pour une entorse de la cheville et qui voient la dispense du médecin s'interrompre au cours des séances. On arrive au terme de la dispense et le prof de sport, l'enfant ne se sent pas du tout apte à reprendre le sport à l'école. Et son prof lui dit ah, toi, ta dispense elle est finie, tu dois être en cours. Ah ben non, donc il demande à son kiné. Il me demande. J'ai dit mais moi je veux bien faire une dispense, je pense que j'en ai les compétences, mais je suis pas sûr que ça soit recevable. Que le professeur... voilà, c'est exactement... mais je ne sais pas, ça sent le vécu ou pas pour vous? Voilà, c'est toutes les semaines. Bien. Et juste, je finis très rapidement pour dire qu'effectivement, pour rebondir sur ce que disait le docteur Parier, il me semble que c'est un souhait chez nous, mais on a, je pense, possibilité, on a des compétences pour pouvoir prescrire. Tout à l'heure, on a abordé un petit peu la notion de prescription, mais là encore, quand on connaît les critères d'Ottawa, pour rester sur la cheville, je pense que le kinésithérapeute aujourd'hui est en capacité de dire au patient qui vient le voir en urgence, eh bien là, ça a besoin d'une radio, là, ça a besoin d'une écho, ou pas. Et c'est tout à fait d'ailleurs ce qui ressort des études que je citais tout à l'heure, dans les prises en charge par des physiothérapeutes, des affections musculo-squelettiques dans les services d'urgence. Le temps, il est gagné là, en première intention. Et il n'est pas que en santé, il est aussi économique. Bien, monsieur, là-bas. Bonjour, Nabil El Hachem, je suis kinésithérapeute libéral et enseignant. Donc moi j'ai rêvé de ce terme depuis 15 ans, accès direct. Dans ma tête, c'est l'accès direct et le diagnostic. Donc si je comprends aujourd'hui, d'après le film, on ose l'accès direct sur les petits bobos,
et on parle seulement de l'entorse de la cheville, des sportifs, de la kiné respiratoire et de l'hôpital. Donc dans mon cabinet où il n'y a pas un médecin qui est à côté, donc je peux considérer que tout le monde qui vient, où je décide que c'est une urgence, puisqu'il n'y a pas une définition, je peux le prendre. Et deuxièmement, puisque l'urgence, quand il vient chez moi, c'est un diagnostic et un traitement. Je vais parler d'une douleur lombaire, où la majorité de mes étudiants croient que c'est musculo-squelettique. La douleur lombaire peut être grave, peut être un anévrisme de l'aorte, peut-être pour une femme une grossesse extra-utérine, donc ça qui donne une douleur lombaire aussi banale. Ça peut être une spondylodicite. Est-ce que ce diagnostic que j'ai mal fait et que j'ai cru que c'est musculo-squelettique, je suis jugé sur mon diagnostic après? Le patient m'attaque, il me dit « Ah, je suis venu pour une douleur, mais j'avais une grossesse extra-utérine. Vous m'avez manipulé, vous avez fait n'importe quoi, j'ai un problème après. » Donc, est-ce que c'est ça? Parce que j'ai peut-être mal compris la définition de l'accès direct par l'État. Donc, on nous autorise à faire quelque chose qu'on n'est pas autorisé parce que ça économise. Mais est-ce que ce patient peut m'attaquer pour un mauvais diagnostic médical? Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais tenter de répondre à toutes les questions. Augmentation de compétences, augmentation de responsabilité, augmentation de risque. Ça a toujours été comme ça. Donc, d'où le gimmick que moi je vais répéter, formation, formation, formation. Dans le nouvel référentiel de formation qui concerne les futurs kinés 2019, 2019, le diagnostic différentiel est dedans. Vous tapez, il y a 250 pages, mais bon, dans le moteur de recherche, enfin dans l'onglet de recherche, vous tapez diagnostic, vous verrez toutes les compétences qui sont développées et qui permettent aux futurs kinésithérapeutes d'acquérir une maîtrise d'un diagnostic, même différentiel. Ça, ce sont les jeunes, les futurs. Maintenant, ceux de ma génération, formation continue, formation continue, formation continue. Il est hors de question, et la déontologie nous l'interdit, de prendre en charge un patient dont on pense, pour lequel on pense que l'on n'a pas les compétences. Moi, je ne fais pas d'urogynéco, j'en ai pas les compétences. Pourtant, c'est dans mon décret d'acte, je pourrais le faire. Je le fais jamais. Je ne le fais pas, je refuse. Ben, en urgence, c'est pareil. Il y a des situations que je suis tout à fait capable de maîtriser grâce à mon expérience. Et il y en a d'autres pour lesquelles je serai un petit peu démuni. Et c'est toujours l'intérêt du patient qui doit être vu. Donc on peut refuser. On n'est pas obligé. On peut refuser. Mais plus de responsabilité, plus de risques, c'est la loi du genre. Alors, rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Oui, d'abord, peut-être le docteur Parier qui voulait également vous répondre. Et je vous rends la parole, mais il faut vraiment qu'on soit concis. En deux mots, en tant que médecin, bien entendu que je passe à côté de diagnostic et que je fais des erreurs, sans doute quelques-unes que je n'ai pas vues. Qu'est-ce que je fais? J'ai un lumbago. Ben, moi aussi, je peux passer à côté d'une grossesse extra-utérine. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Voilà un traitement que je vous propose, mais qu'on soit bien d'accord, si jamais vous voyez que la chose n'évolue pas bien, à ce moment-là, vous revenez me voir. Vous, qu'est-ce que vous allez dire? Je vous fais un traitement car je pense que vous avez ça, mais on se donne un délai. Vous voyez que dans une semaine, 10 jours, non seulement vous n'allez pas mieux, mais c'est pire, etc. Il faut que vous consultiez un médecin. Et à ce moment-là, je pense que vous avez résolu une partie parce que vous n'avez pas la grande mode de tous nos amis juges, etc. C'est dire perte de chance. Et si vous expliquez aux gens, j'ai fait tel acte, s'il y a ça et ça qui se passe, vous me téléphonez, si ça ne va pas, vous allez voir votre médecin, vous ne lui faites pas perdre de chance. Et à ce moment-là, je pense que vous restez dans les clous, tout en flairant avec votre expérience les situations où c'est pas clair. Bien, vous vouliez rapidement, pour conclure... Est-ce que l'ordre, il va dans l'accès direct par pathologie, c'est-à-dire on a le droit de faire pour l'entorse, ou bien pour la profession? Non, mais l'ordre, il va de nulle part. L'ordre, il est légaliste, et c'est le législateur qui a souhaité intégrer dans la définition de la profession, qui a conservé l'obligation d'intervenir pour le kinésithérapeute sur prescription médicale, mais désormais il y a une dérogation légale, à une obligation légale, on y déroge par la loi, il y a une dérogation légale qui permet dans le cadre de l'urgence et en l'absence du médecin, au kinésithérapeute d'intervenir. Et la déontologie lui interdit d'intervenir quand il n'en a pas les compétences. Donc ceux qui ne se sentent absolument pas compétents pour prendre en charge sans prescription, qu'ils ne le fassent pas. Mais enfin, ça se fait des centaines de fois tous les jours. Dans les EHPAD, on n'a plus de prescription, on continue le soin.
on continue le soin. Donc on est quoi? Alors c'est pas vraiment de l'accès direct, parce qu'on avait déjà un soin qui était déjà mis en œuvre. Il se trouve que la prescription est interrompue, et le médecin n'a pas le temps, on l'appelle, il doit passer, il passe pas, on ne sait pas comment faire. Ça fait 15 jours déjà qu'on fait des soins sans prescription. Donc là, c'est pas un accès direct, mais c'est quand même un soin sans prescription. Voilà. Donc c'est fait des centaines de fois tous les jours. Et est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers médico-légaux? Parce que nous, ils peuvent potentiellement passer chez nous. Non, il n'y en a pas plus. Bien, depuis 2006, il n'y en a pas plus. Pardon, nous n'avons plus le temps que d'une seule question. Je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on avance, parce que là, on est en train de prendre du retard. Donc, je vais vous demander d'être vraiment concis, et ce sera pareil pour la réponse. Allez-y. Alors, bonjour à tous, ce sera plus un message de vigilance qu'une question, donc en théorie ça devrait aller très vite. Donc, je suis kiné de formation et diplômé en politique de santé publique. Moi, la remarque que je voulais faire, c'était par rapport au cadre qui existe actuellement, notamment sur les transferts de compétences. On sait que depuis 2009, on a la possibilité de mettre en place des protocoles de coopération entre professionnels de santé. Mais on sait aussi que ces dispositifs-là sont très très complexes. Les dossiers pour faire des protocoles sont très compliqués. Mais si je ne dis pas de bêtises, depuis 2009, il y a eu un certain nombre de protocoles qui ont été mis en place, mais pour les kinés, il y en a eu 0, ou un peut-être. Donc le message de vigilance que je voulais transmettre, c'est on a vu nos collègues parlementaires nous ont montré qu'on avait des fenêtres d'opportunité très intéressantes sur ce sujet. Il va falloir que la profession soit extrêmement précise et vigilante sur ce qu'on souhaite exactement en termes d'accès direct. Et à ce niveau-là, il faudra bien évidemment que le Conseil de l'Ordre, les syndicats et les sociétés savantes soient parfaitement clairs sur ce qu'on souhaite proposer, parce qu'on a une opportunité énorme et il ne faut surtout pas la louper juste parce qu'on ne se sera pas compris entre nous. Bien, merci pour le message de vigilance. On va remercier nos intervenants. Jean-François Dumas, le docteur Jacques Parlier, Franck Lagneau. Merci messieurs.